La vie est pleine d'idées reçues, vous ne trouvez pas? Moi par exemple, je vais passer Noël à la campagne. Et vous pensez certainement que la campagne est un lieu paisible, tranquille, où on y va pour se reposer, car il ne se passe jamais rien de palpitant. Que vous êtes mignon. Pour pouvoir parler de ce film dans les meilleures conditions, parlons d'abord de la personne qui est le plus liée au projet, Benjamin Renner. Benjamin Renner, né en 1983... Ah oui, je sais, l'année de sortie du Retour du Jedi. Le rapport? Aucun. Après l'obtention de son bac, il fréquentera plusieurs écoles artistiques, dont les Beaux-Arts, pour se spécialiser ensuite dans la BD. Après quelques courts-métrages animés démontrant qu'il aime autant les animaux qu'il les fait parler, avec des rapports humains, sortira sa première BD à succès, Un bébé à livrer. L'histoire d'un cochon, d'un lapin et d'un canard qui se voit confier un bébé par une cigogne pour le ramener à ses parents. Ils y croiseront tout type de péripéties, tels que des footballeurs, des policiers, des facteurs, des bouchers, etc. Dans une histoire vraiment très amusante qui serait presque un tremplin pour préparer les enfants à regarder Mission Impossible plus tard. Mais la consécration se fera surtout en 2012, lorsqu'après plusieurs années de production, il sortira un film d'animation co-réalisé avec Stéphane Aubier et Vincent Patard, adapté des livres pour enfants de Gabriel Vincent, Ernest et Célestine, qui sera très vite suivi d'une très grande réputation qui le mènera carrément jusqu'au festival de Sundance et jusqu'aux Oscars aux États-Unis. Pour son prochain projet, il fera appel à un souvenir d'enfance dans lequel il avait visité une ferme avec son père, et voyant une poule élever ses poussins, il lui demandera alors: Mais si c'était des humains qui élevaient des poussins, est-ce qu'il faudrait qu'on les élève comme des humains ou comme des poussins? Et cela donnera ainsi sa nouvelle BD à succès, Le Grand Méchant Renard. Cette BD, en plus de contenir l'histoire que je viens de vous résumer, contient une autre histoire en bonus. Il faut sauver Noël. Oui, ça y est, le voilà enfin, le rapport avec Noël. Malgré le petit manque de détails qui ne présente quasiment rien au-delà des personnages et des éléments de décor importants, je vous conseille vivement de vous procurer ces deux BD, car vos enfants prendront autant de plaisir à vous entendre leur lire que vous prendrez autant de plaisir à leur lire. C'est après avoir obtenu une multitude de prix pour ces BD que Benjamin Renner décidera enfin de les adapter. Il envisagera d'abord de tourner ces trois histoires sous forme de courts-métrages qui constitueront une mini-série télé, jusqu'à ce que son producteur Didier Brunner, voyant un potentiel cinématographique, lui conseillera d'adapter ces trois histoires pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Ce qui va enfin nous amener au film qui va nous intéresser dans la suite de cette vidéo, Le Grand Méchant Renard et autres contes. Le Grand Méchant Renard et autres contes est donc un film coécrit par Benjamin Renner et Jean Regnault et co-réalisé par Benjamin Renner et Patrick Imbert, un des directeurs de l'animation sur Ernest et Célestine et également sur Avril et le Monde Truqué. Là où Patrick Imbert réalisera les premiers et troisième histoires que sont Un bébé à livrer et Il faut sauver Noël, Benjamin Renner s'occupera quant à lui de la réalisation du deuxième segment central, Le Grand Méchant Renard. Ces trois histoires parviendront à former un tout d'environ 1h20 pour 25 minutes par histoire, sortira le 17 juin 2017 et ne récoltera hélas qu'à peine 680 000 entrées. Mais cette fois-ci on ne va pas s'étendre là-dessus car il n'y avait pas de grosses sorties en France à cette époque. Déjà, commençons par parler adaptation. Une question. Comment peut-on adapter trois histoires différentes ayant leurs péripéties et résolutions bien distinctes dans un long métrage dans lequel certains personnages se croiseront et reviendront dans plusieurs histoires avec cohérence et transition ? En faisant des enchaînements de pièces de théâtre. Bah oui, il suffit tout simplement de démarrer le film sur une scène au rideau fermé dans lesquelles les personnages qui sont les acteurs sont conscients que les spectateurs qui regardent le film attendent que le film décolle et que donc vraiment l'histoire commence. Vous amenez rapidement un de vos personnages pour nous présenter les trois pièces, ici en l'occurrence le renard qui assurera également les transitions, ainsi quand le rideau s'ouvrira pour nous présenter la première histoire, le quatrième mur est placé et on est déjà rentré dans le film.
Un changement bénéfique que fera le film sera de remplacer certains personnages du livre pour les rendre plus cohérents dans l'histoire suivante du film. Pour vous donner un exemple précis, lorsque dans l'histoire du bébé à livrer, nos protagonistes cherchent les parents, ils rencontreront un troupeau de renards qui vont les effrayer et vont vouloir les manger. Sauf qu'étant donné que dans l'histoire suivante on est censé avoir de l'empathie pour un renard qui veut effrayer des poussins, n'y arrive pas et va s'y attacher, et ben ça manque de cohérence de l'introduire dans la première histoire, que ce soit lui ou un autre renard. Si on veut rendre un personnage effrayant, dans ce cas on n'a qu'à prendre directement le loup, l'introduire dans le bébé à livrer à la place de ces renards, ainsi quand on le retrouvera dans la deuxième histoire, il sera déjà introduit et on saura déjà qu'il est menaçant. Et même si les couleurs et l'animation se ressembleront pas mal avec la bande dessinée, le format cinéma va permettre à Benjamin Renner de plus profiter de ses décors pour pouvoir mettre beaucoup plus de détails, beaucoup plus de couleurs et donc des décors plus aboutis. C'est cependant au niveau des choix narratifs que l'on distinguera plus de différence entre le style de Benjamin Renner sur Le Grand Méchant Renard et Patrick Imbert sur Un bébé à livrer et Il faut sauver Noël, puisque là où Renner aura un style narratif plus linéaire avec tout de même quelques situations gaguesques, Patrick Imbert aura des histoires plus faciles à résumer mais se permettra beaucoup plus de péripéties gaguesques qui rappellent un petit peu celles de Tex Avery et des Looney Tunes. Alors bien entendu, dans un film, quand on fait une adaptation, il faut savoir aller à l'essentiel et que chaque scène ait une importance, ce qui va les amener à supprimer quelques péripéties, dont celle que je regretterais le plus si j'avais un reproche à faire, serait une course-poursuite avec les policiers que même en la lisant sur des images avec peu de détails, je la voyais déjà à l'écran, tellement c'était haletant. Cependant, une forme amusante ne suffit pas en soi à faire un bon film. Ce que je considère être comme un bon film pour enfants sont ces films qui trouvent l'équilibre entre être suffisamment amusant pour capter l'innocence, mais qui derrière savent transmettre des valeurs et des sous-textes adultes que les enfants soit enregistreront inconsciemment, soit découvriront en grandissant lorsqu'ils redécouvriront ces films. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a des films qui soit transmettent ces valeurs de façon maladroite, soit en étant même carrément mal intentionnés, ou alors en étant trop superficiels, mais on a quand même de la chance d'avoir beaucoup de films d'animation qui arrivent à transmettre toutes ces valeurs en sous-texte de manière très forte. Comme je le disais, la spécialité de Benjamin Renner dans ses œuvres étant d'utiliser des animaux qui parlent, parce qu'aller savoir pourquoi c'est ce qui plaît plus aux enfants, mais avec des comportements qui parviennent à trouver un certain équilibre entre être crédible et léger. Ce que j'aime beaucoup avec le principe du conte, c'est qu'il permet d'aborder sereinement des problématiques sur lesquelles les gens ont parfois des opinions très tranchées. Ce qu'ils ne toléreraient pas de voir traité dans un contexte réaliste et contemporain ne les choque pas lorsqu'on aborde ces mêmes thèmes par le biais d'une fable. Pourtant, l'un des aspects les plus mémorables du film est justement sa capacité à jouer avec les codes des fables, que ce soit avec les paroles de chansons que l'on connaît par cœur sur ces fables, ou avec les caractéristiques sur les animaux tels que les cochons, les loups, les poules et leurs enfants. D'ailleurs, une des principales thématiques qui traversera les trois histoires du film sera justement celle de l'amour de l'enfant, autant celle qu'on leur transmet que celle qu'ils nous inspirent. Car lorsque vous observerez le film, vous constaterez que dans chaque histoire, ce sera toujours les enfants qui auront la meilleure influence sur les personnages, que ce soit dans leur choix et évolution, ou même pour les sortir de situations délicates. Et ce sera également toujours à ces enfants que la conclusion de chaque histoire sera la plus bénéfique. Et c'est une thématique qui est beaucoup plus traitée dans le film que dans les livres. Pour vous en donner une preuve, dans la BD de Un bébé à livrer, lorsque le personnage du cochon va décider d'abandonner sa mission, un oiseau va justement lui reprocher d'abandonner trop vite, et par sa susceptibilité, le cochon va justement lui prouver qu'il n'abandonnera pas et reviendra, alors que dans le film, c'est carrément le bébé qui va directement le rappeler à la raison. Tout ça pour vous dire que les deux choix de narration sont totalement valables et totalement bien trouvés, mais dans le film, ça accentue davantage son propos. On peut ainsi ranger ce film dans la catégorie de ces films d'animation dont les bébés ont à la fois une fonction très touchante et un moteur faisant évoluer les personnages d'un point A à un point B. Et pour en revenir à la question de base que se posait Benjamin Renner, si les poussins se faisaient élever par un autre animal qu'une poule, mais qui les mangerait pas parce qu'il faut pas déconner, est-ce qu'ils se feraient élever comme cet autre animal? Et encore plus, est-ce qu'ils considéreraient vraiment la première créature qu'ils verraient après leur naissance comme leur mère? En fait, j'en sais rien du tout. Bon, en tout cas, il a su amener une caractérisation plus variée et plus riche à chacun de ses poussins dans le film, comme ça rend le tout bien plus drôle. Un autre aspect cinématographique que le film va bien utiliser pour faire transmettre son humour étant le montage. Pour ne pas trop m'étaler sur ce sujet, je vais directement vous montrer une transition entre deux plans qui m'a fait beaucoup rire. Oh non! Quoi? Je crois que j'ai oublié le biberon dans le camion. Ah! Oh, tu m'as fait peur. Pendant un instant, j'ai cru que t'avais oublié le bébé. Je crois pas ça! Je crois pas! T'inquiète pas, on va la retrouver! Je sais pas si ça marchait sur vous, mais moi ça me fait tellement kiffer. Pour aborder un dernier aspect technique avant de parler du meilleur de ce film, abordons un petit peu la musique en quelques mots. Elle est globalement très bien présente, offre quelques thèmes à certains de ses personnages et parvient parfaitement à retranscrire le climat campagnard que cherche à procurer ce film. Voilà. Alors,
Depuis le début de la vidéo, je me doute qu'il y a peut-être certaines personnes qui se sont dit « C'est pas parce que tu présentes un film d'animation qu'en début de vidéo, il faut oublier de parler des comédiens de doublage ?» Eh ben oui, j'ai fait une petite tendance à ce principe pour une raison très simple. Je n'ai pas autant été marqué par des performances de comédiens de doublage depuis longtemps. Et là je dis longtemps parce que je ne sais même plus quand est-ce que ça m'est arrivé pour la dernière fois. Il y a tellement de choses à dire positives sur ces comédiens de doublage que je ne sais pas par où commencer. C'est juste fou toute la passion et le rythme qu'ils arrivent à mettre dans leurs personnages. Alors, pour expliquer les choses dans l'ordre, en fait ce qui s'est passé, c'est que d'abord les dessinateurs ont dessiné chacun des personnages dans toutes les positions qu'ils peuvent adopter durant le film, que ce soit une position de grimace, une position de joie, une position stressée, l'ont ensuite mis sous les yeux des comédiens avec leurs textes qui ont ensuite enregistré ce texte, et avec tous ces dessins et avec les enregistrements des comédiens, les dessinateurs se sont simplement adaptés aux répliques des comédiens. En somme, l'animation a été au service des performances de comédiens de doublage. Alors ce n'est pas un procédé innovant, au contraire. Quand Robin Williams a interprété le génie dans la version originale du film Disney Aladdin, c'est d'abord lui qui a beaucoup improvisé une partie de son texte que Disney a adapté lorsqu'ils ont dessiné le génie. Et un autre exemple tout récent étant Wes Anderson qui a écrit les personnages de son film d'animation L'île aux chiens exprès pour ses acteurs, qui une fois qu'ils avaient enregistré leur texte, Wes Anderson a ensuite animé tous ses chiens en fonction du rythme et des répliques de ses comédiens. Ce procédé offre ainsi une plus grande liberté aux acteurs et le jeu est typiquement théâtral, mais il s'y éclate tellement qu'il nous emporte avec eux et le résultat est un régal comme j'en ai rarement entendu. Bon, c'est bien beau de faire des compliments sur les comédiens de doublage, mais pour l'instant tu nous as toujours pas cité de nom. Oui, bah patientez, j'y viens. Alors allons-y, parlons de chacun d'entre eux. On commence par Céline Ronté qui est également la directrice de casting de ce film et qui est aussi également une actrice de théâtre qui a fait beaucoup de doublages de personnages secondaires et tertiaires mais qui a beaucoup de noms à son actif. Qu'on pourrait citer notamment Game of Thrones, Les Experts, Juno, The Mist, Jupiter Ascending et La Stratégie Ender. Ah non! C'est la 3e fois cette semaine! Ça suffit! Non, mais c'est parce que j'ai faim en fait. Je m'en fiche! Boris Rellinger qui lui pour le coup est la voix française régulière de Colin Farrell, Jason Statham, Benicio del Toro, Gerard Butler, Joaquin Phoenix et de pas mal de films d'animation dont l'exemple le plus célèbre serait certainement le chapeauté dans la saga Shrek. Diandre, tu es un génie. Ah bah, moi? Certes, tu n'es pas capable de rapporter une poule, mais tu peux capturer la plus inoffensive, la plus naïve, la plus innocente des créatures. Et on y va, papa? Mais oui, ma puce. Hein? Allez, on y va. Guillaume Bouchette qui lui pour le coup est plus habitué au rôle de théâtre et à la mise en scène. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, la réunion de mon club. Bah tu l'as fait ailleurs, ta réunion. Guillaume Darnaud, un comédien spécialisé dans l'improvisation qui est aussi célèbre pour avoir fait quelques voix dans la série Les Cassos. Non non, je déconne pas, c'est genre à lui que vous devez ça. Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Et ça. Je me flétris au contact du vent. Sous mes poils gris, je sens le parmesan. Des fleurs. Est-ce que vous croyez que ça aime les fleurs, les grands méchants renards? Non. Eh bah alors? Damien Waiteka, la voix française régulière de Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire, et pour certains rôles de Jared Leto et Ewan McGregor. On a eu tellement peur de te perdre. T'en fais pas, maintenant on arrête les bêtises. Antoine Chomsky, un comédien humoriste qui a fait quelques passages dans l'émission On ne demande qu'à en rire, avant d'apparaître dans quelques sketchs du Golden Moustache et de doubler quelques films américains. Le plus prestigieux étant très certainement Gripsou dans la dernière version de ça. Oui, alors c'est-à-dire que en fait, bon, je sais que tu vas rire parce que c'est pas banal, j'ai envie de dire quand même, c'est un peu cocasse, mais voilà tout, je ne sais pas nager. Kamel Abdessadok qui est aussi principalement un comédien de théâtre. Oui, tu vas voir. Ça marche du tonnerre. Un peu d'essence, une allumette et... Jean-Loup Horwitz, un comédien qui a des expériences aussi variées qu'être acteur dans des séries françaises, des films français que comédien de doublage dans des séries américaines, des séries animées et des films américains, également un acteur de théâtre. Tenez, elle s'appelle Pauline. Voilà son biberon. Et ça, c'est l'adresse. Allez, merci, hein. Et bon voyage! Et terminons avec Christophe Lemoine, un acteur que vous connaissez surtout pour avoir été la voix française de Sean Astin, Sam, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais surtout la voix française de Cartman dans la série South Park. Ouh, mon dieu. Ça en a fait des noms et des films à citer. Et en plus, il fallait que je termine par le fait que les enfants qui doublent les poussins et les autres enfants du film, pas mal d'entre eux sont fils de comédiens de doublage. La preuve qu'ils ont vraiment pas choisi n'importe qui pour interpréter leur personnage. Donc je pense que vous l'aurez compris, Le Grand Méchant Renard et autres contes est un film que je vous recommande impérativement à regarder limite après cette vidéo. Vous y prendrez autant de plaisir que les enfants. Et en cette période de Noël, c'est le genre de film qui fait très plaisir.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ça sera le plus beau cadeau de Noël que vous pourrez me faire. D'ici là, je vous donne rendez-vous en janvier pour reparler un peu du cinéma qui a fait cette année sous une forme très différente de ce que j'ai pu faire il y a 2 ans. D'ici là, pensez à mater des films, surtout Le Grand Méchant Renard et autres contes, et je vous dis à très vite. Joyeux Noël! Oui, ça y est, le voilà enfin le rapport avec Noël. Je sais même pas si je vais la garder tellement c'est nul.